qui vous parle de Montréal. Je veux saluer tous les jovialistes étrangers en particulier et tous ceux qui ont pris contact avec moi récemment à Paris, à Port-au-Prince, en Guyane, au Niger et en Suisse. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir ce soir avec Jackie, qui est la compagne qui vit avec moi ici, et entourée de tous mes amis. Le but de ces rencontres, qui ont lieu depuis 47 ans, ici même, au même endroit, au 1 Côte-Sainte-Catherine, est de vous donner le goût de l'éveil, en vous rappelant un mot peut-être de Teilhard de Chardin. Seul le fantastique a des chances d'être vrai. C'est dans cette perspective fantastique qui rappelle une faculté étudiée par Jean-Baptiste Vico, un penseur napolitain du début du 18e siècle, et qui s'appelait la Fantastica, que je veux mettre l'accent ce soir pour vous rappeler que vous ne serez jamais trop audacieux sur la voie de l'éveil et que vous pourrez tranquillement remiser la prudence aristotélicienne pour la remplacer par cette hardiesse nécessaire qui est nourrie de démesure et de dépassement. Le jovialisme, tel que je le vis, tel que je l'enseigne, est une philosophie concrète où l'on accorde une très grande place à la vie divine, à la magie, au jardin des merveilles que représente notre vie. Vous savez que j'ai une conception volontariste du bonheur et que pour moi, le bonheur n'est pas une chose que l'on doit chercher, mais une chose que l'on décide. Alors, je vous dirais à chacun de vous, décide ou décède. Parce que nous n'avons pas trop d'une vie pour allumer en nous le feu libérateur du logos. Vous savez que le mot logos en grec veut dire à la fois la lumière, le verbe, la raison, la science et, dans certaines occasions, la ruse. Il est donc ici important de comprendre qu'en vous inscrivant dans un univers jovialiste, vous vous inscrivez dans un univers où le rêve est le moteur de la réalité. Comme si la charpente du réel était issue de notre esprit et que nous vivions parmi nos pensées rendues concrètes par les constitutions de la conscience. N'oubliez pas ma définition de la conscience comme espace d'apparition du monde. Vous n'êtes pas ici dans un contexte scientifique. Ma philosophie est anti-scientifique. Vous n'êtes pas non plus dans un contexte évolutionniste. On n'évolue pas. On ne devient que ce que l'on est. Vous n'êtes pas non plus dans un contexte historique. J'aime bien citer Schopenhauer, qui définit l'histoire comme le grand carnaval du sempiternel pareil. Or, il n'y a rien de plus nouveau que l'absolu dans notre vie. Les nouveautés dues au changement que nous rencontrons dans la société ne font que répéter inlassablement la même chose. Au point que l'on pourrait dire avec certitude qu'il n'y a de nouveau
que ce qui a été oublié. En fait, si je regarde un petit peu cette vision de l'absolu, c'est celle d'un état de lumière qui, moyennant la conscience que nous en prenons, nous apporte la délivrance instantanée. Donc, dans le jovialisme, il n'y a pas de travail à faire. Il n'y a pas d'effort à fournir. Il n'y a pas de renoncement à assumer ou d'abstinence, d'aucune façon. Il n'y a pas de sacrifice. Tout sacrifice est vain. Les grandes choses se font facilement. C'est la fête. Et la fête, je la définirais par une irrégularité permettant de rompre avec la loi générale pour nous inscrire sous la loi d'exception. Vous savez que la loi d'exception est une loi qui privilégie la liberté totale et qui nous inscrit à la verticale du monde, comme si elle nous inscrivait dans une principauté aérienne. Alors que la loi générale nous maintient à l'horizontale, entretient l'esprit de troupeau. Et bien sûr, toutes les conduites humaines fondées sur les croyances, les habitudes, qui correspondent à une sorte d'aplatissement des volontés. Alors, dans cette façon de vivre que Jackie et moi popularisons sur Internet, sur Facebook et ailleurs, il y a un désir de laisser s'exprimer notre être sur toutes les façons qu'il lui plaira de s'exprimer. C'est-à-dire que notre vie n'est pas monotone. Même si cet appartement est comme un vortex paisible et silencieux, il y a ici une dynamique de l'incommensurable tout à fait renversante, ou je l'appellerais aussi la dynamique de l'inactivité. Parce que, vous savez, Socrate nous a dit une grande chose. On lui demandait, Socrate, dans la vie, vaut-il mieux choisir de la femme ou la philosophie? N'oubliez pas que Socrate parlait à des hommes parce que la civilisation grecque était masculinoïde et que l'on y pratiquait même l'homosexualité initiatique. Alors Socrate avait répondu à la personne qui lui posait cette question, quoi que tu fasses, tu t'en repentiras. Alors moi, j'ai oublié l'histoire fondée sur l'alternative entre la femme ou la philosophie, et j'ai plutôt tendance à dire, quoi que vous fassiez, en général, quoi que vous fassiez, vous vous en repentirez. Mais à quelle sorte de faire Socrate faisait-il allusion? Je crois que c'est au faire qui demande un effort, une contrainte, au faire coercitif, qui fait que les hommes travaillent à la sueur de leur front. Parce qu'il est évident ici que ce que nous faisons se présente toujours sous la forme d'une détente, d'un jeu et de répliques amusantes que nous faisons à des gens qui nous contactent de toutes les parties du monde. Et nous badinons avec eux. Parfois, nous nous moquons carrément d'eux. De ce temps-ci, il y a beaucoup d'Arabes qui sollicitent les faveurs de Jackie.
ils sont très nombreux d'ailleurs, et elle est obligée de leur rappeler que l'érotisme n'est pas nécessairement la génitalité. Elle est obligée de leur rappeler que ce que j'appelle le partnership amoureux, ouvert, polyérotique, avec options privilégiées et intensité variable, n'a rien à voir avec l'échangisme ou avec le polyamour. C'est tout autre chose. Ici, nous faisons de la philosophie. Ici, nous ne tenons pas compte de la réalité qui ne fait pas notre affaire. En fait, on est trumpien à 100 000 à l'heure, parce qu'on a accusé le président Trump de nier toute réalité qui n'entre pas dans son cadre politique. Mais c'est une très bonne idée, ça. D'ailleurs, j'ai un petit livre écrit qui devrait être publié un jour, le mépris de la réalité. Parce que, vous savez, la réalité n'a rien à nous apprendre. Elle est plutôt une déperdition de l'énergie, de l'idée qui l'a fait naître. Et ici, je m'associe à des gens comme Plotin et Bergson pour constater que la réalité est plutôt une perte de l'énergie primordiale de l'idée directrice de notre vie, de notre conscience, de notre personne. La perspective où je vous parle est une perspective fondée sur la transgression joyeuse de toutes les lois, à condition d'avoir les rieurs de notre côté et d'avoir de notre côté les gens qui ne s'en font pas avec la réalité. Vous savez, depuis 50 ans, je professe une position épistémologique immatérialiste. Ce qui veut dire que depuis 50 ans, j'essaie d'attirer l'attention des gens sur le fait que la matière n'existe pas et que nos perceptions, nos rapports à autrui, notre conscience du monde est fondée sur une trame psychique, spirituelle, que j'appelle le tissu cosmique de la félicité. Alors, évidemment, le 20e siècle nous a montré un visage de la science qui était très matérialiste. Mais avec les récentes découvertes de la mécanique quantique, on s'aperçoit qu'il y a des chercheurs dans le domaine de la science qui commencent à douter de la réalité du monde. Et cela nous amène aux dernières théories fondées sur la conception du monde comme un hologramme. En d'autres mots, le monde n'est pas là. Et toutes nos tentatives d'exploration sociale, c'est une façon de nous déplacer dans une sorte d'hallucination informationnelle qui nous limite. Berkeley, il y a 250 ans, nous l'avait dit. La distance n'existe pas. Elle ne peut pas être perçue. Ce n'est qu'une sorte d'équation entre nos complexes de sensations. Bien sûr, comme nous vivons sous l'illusion d'un temps et d'un espace absolu, nous croyons nous déplacer dans le monde. Mais en réalité, nous ne nous déplaçons que dans nos pensées. Il est possible que la métaphysique hindoue, déjà au 19e siècle,
nous incitait à penser que le monde est en nous, et non que nous étions dans le monde. Mais, ayant fait ma thèse de doctorat à la Sorbonne, sur Berkeley, j'ai découvert qu'il y avait des penseurs occidentaux qui préparaient le terrain d'une dématérialisation de nos rapports au monde, ce qui entraînerait la ruine de tous nos idéaux religieux, sociaux, politiques, économiques. Berkeley le dit ouvertement. Si la matière n'existe pas, les vérités éternelles s'évanouissent. Et pourtant, c'était un évêque épiscopalien de l'Irlande du Sud, donc une sorte de protestant perdu en terre catholique. Je suis allé là-bas. J'ai parlé à son successeur, le révérend Bury, et il m'a dit, vous savez, autrefois, la ville de Cloyne était une grande ville, car c'était le point de départ pour l'Amérique, à l'époque de la Grande Peste. Alors, il y avait deux cathédrales, une cathédrale catholique et une cathédrale protestante. Mais aujourd'hui, la population a fondu de 95%. Il ne reste plus que quelques ouailles qui vont à l'Église catholique et d'autres à l'Église protestante. Et nous faisons une âpre lutte afin de nous arracher des fidèles. L'évêque anglican et l'évêque catholique. Alors il dit, vous savez, je vais autant vous le dire, c'est ici que les guerres de religion se termineront dans l'avenir. C'est la dernière place où on va encore se battre pour des raisons religieuses. Ça m'avait frappé. Ça m'avait frappé parce que Berkeley n'était pas un esprit de ce genre-là. Berkeley était un homme croyant, évidemment, personne n'est parfait, mais il croyait que Dieu, en tant que transcendance, sculptait le monde dans nos perceptions. Si bien que pour Berkeley, nos perceptions sont exactement l'envers de la création. C'était génial. Il faisait de Dieu un principe épistémologique. Mais comme je suis un critique assez décidé de toute transcendance, j'ai compris qu'en réalité, ce que nous appelons la réverbération, la réalité, n'est qu'un phénomène de réverbération de nos pensées dans le miroir du monde. C'est un peu étonnant, mais ça nous permet d'éliminer la création divine et ça nous permet d'éliminer le Big Bang, qui est une autre forme de transcendance. De toute façon, j'avais dit, il y a de nombreuses décennies, que le Big Bang n'était pas viable. Et aujourd'hui, ceux qui sont les fondateurs du Big Bang ont pratiquement tous abandonné la théorie initiale. Ben oui, avec Hawking, c'est un des derniers à être mort, en renonçant à ce qu'il avait considéré comme la découverte majeure. En réalité, ce n'est pas les scientifiques qu'il faut écouter, mais les philosophes. Parce que les philosophes, pas les professeurs de philosophie, les autres, ce sont des fonctionnaires qui enseignent un programme établi par le gouvernement. Non, non, les philosophes qui font œuvre de pensée, qui sont des consacrés, et qui ne se soucient pas de gagner leur vie. Il est ridicule de vouloir gagner sa vie. On ne les connaît pas, André, ces gens-là. Qui? Ben, les philosophes, à part toi, honnêtement... Ben, il n'y en a pas. Ce sont tous des professeurs. Ce sont des professeurs fonctionnaires
Oui, Donc, merci de m'appuyer. c'est ça que j'avais dit à Pierre Kéroc, d'ailleurs, qui était venu ici. Puis, Oui. lui qui interroge plein de gens, plein d'entrevues. J'avais dit, ben écoute, si tu peux me nommer un autre philosophe, vas-y, mon ami. Bon, c'est sûr, bon, il y a Michel Onfray. C'est pas un philosophe, c'est un historien. Il n'a pas de système de pensée. Ouais. Puis en plus de ça, lui, c'est un matérialiste. Non, vous savez, le matérialisme, là, qu'il soit le matérialisme de Proudhon, de Diderot, de Marx ou de Onfray, ça reste une position assez grossière. Hein? Allez penser qu'il y a un monde extérieur et que nous ne sommes pas partie prenante de ce monde-là, c'est comme aller à l'encontre du bon sens. C'est ce que les scientifiques qui s'intéressent aux théories holographiques commencent à découvrir. Ici, tout ceci n'était qu'un montage dans nos esprits. L'esprit étant conçu ici d'une façon toute différente de la conception classique. Regardez comment je définis la conscience, comme un espace d'apparition. Et qu'est-ce qui apparaît? Ce que l'on se donne à voir et qui a son origine dans notre pensée. C'est sûr que les scientifiques vont un jour découvrir qu'en présentant le monde comme une image holographique, ils vont devoir se poser la question de l'opérateur de cette fantasmagorie. Et ils ne trouveront personne d'autre que la pensée. Ou le titre de Schopenhauer, Volonté, représentation. Le monde comme volonté, comme représentation. Avec Berkeley, Schopenhauer est un des premiers immatérialistes occidentaux qui a remis le monde matériel en question. Et aujourd'hui, dans un contexte matérialiste, scientifique, technologique, utilitariste, pragmatique et capitaliste, on veut à tout prix ignorer cet aspect-là, mais on ne pourra pas l'ignorer longtemps. Parce qu'il y a un secteur de la science qui commence à s'intéresser à ce que moi j'appelle l'immatérialisme. Et c'est peut-être la raison pour laquelle un grand savant français, le professeur Jean-Pierre Garnier-Mallet, m'a invité à venir discuter avec lui il y a 7 ou 8 ans à Paris, devant un grand auditoire, parce qu'il avait l'impression qu'il n'y a que moi qui pourrais expliquer au public ce que lui avait toutes les misères du monde à leur expliquer. Un, que la matière n'existe pas. 2, que notre personne n'est rien en comparaison de notre double énergétique, qu'il a fini par nommer dans ses livres l'être de lumière. Et que moi j'appelle, dans mes traités, le je suis intussusceptif immanent. Alors, vous savez, mes amis, ce n'est pas une blague, hein? Il y a une façon de vivre qui est surprenante, d'autant plus que il y a un vécu qui, selon vos conceptions, va s'ajuster au schème qui permet de constituer la réalité. Et moi, ce schème, c'est un schème immatérialiste. Mais savez-vous qu'à force de nier la matière sur le plan théorique, il y a des expériences correspondantes qui vont grandir en vous sur le plan pratique. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais fait une expérience d'immanence, une expérience d'immatérialisation. C'est à peine s'ils osent remettre en doute la causalité en invoquant des expériences de synchronicité. Mais le jour où l'on va comprendre que rien n'est cause de quoi que ce soit, on va devoir regarder toute chose comme un spectacle
en simultanéité sur un écran. Et cet écran sera incorporé à notre conscience. Et quand nous marcherons, comme dans la pièce ici, tôt ou tard, on va s'apercevoir, comme je m'en suis aperçu, que nous marchons parmi nos pensées, que nous marchons dans notre tête, et que le monde, les étoiles, tout l'univers est une construction qui obéit à un code et qui dépend, évidemment, de nos options fondamentales respectives, de croire que cet univers, c'est le paradis ou l'enfer. Le 20e siècle a grandement aidé à croire qu'il s'agissait de l'enfer. C'est pourquoi le 20e siècle, dans son matérialisme, a été très chrétien, puisque le christianisme enseigne que nous vivons dans une vallée de larmes. Alors que le jovialisme prétend que nous vivons dans un jardin magique. C'est ce que les premiers chrétiens appelaient le royaume des cieux. J'ai vu un film qui portait ce titre, et le royaume des cieux, et qui portait sur le temps des croisades, où, bien entendu, Jérusalem était âprement discutée entre les chrétiens, à la tête desquels il y avait Richard Cœur de Lion, et les musulmans, à la tête desquels était le fameux conquérant Saladin. Et bien sûr, on a fait une grande histoire avec la présence des chrétiens là-bas, mais ils étaient situés dans des tout petits royaumes sur le bord de la mer, et s'ils s'étaient imposés, c'est à force de tuer tout le monde. Et là, ils étaient mal pris. Saladin entourait la ville. Et les chrétiens devaient se rendre. Alors Richard